Souvent écrits au masculin, les grands récits de l'histoire de l'art ont fait peu de cas des écrits produits par les artistes femmes. Pourtant, du journal intime à l'article de presse, ces textes d'une grande diversité témoignent des désirs, des efforts, des difficultés et des succès des créatrices. En puisant dans leurs mots, le podcast Paroles d'artistes femmes propose de faire entendre leur version de l'histoire. Les perspectives singulières ainsi dévoilées nous permettent de mieux comprendre les œuvres plastiques, mais surtout de renouveler notre compréhension des dynamiques de l'histoire de l'art. Dans cette première saison, coproduite par Aware et le Musée d'Orsay, avec le soutien du Musée Femmes, nous écouterons les artistes engagées de la seconde moitié du XIXe siècle. Par l'écrit, elles ont défendu pour les femmes, entre autres revendications, la fondation de sociétés artistiques non mixtes, l'accès à un enseignement artistique de qualité et le droit à concourir au Prix de Rome. Paroles d'artistes femmes, épisode 3. Ce troisième épisode met en lumière la voix de Rosa Bonheur transmise de manière posthume par son héritière et dernière compagne Anna Klumke, selon la volonté de l'artiste même. Écrite sous la dictée de Rosa Bonheur, cette biographie retrace son histoire et nous transmet sa mémoire. Rosa Bonheur est considérée aujourd'hui comme un modèle d'artiste femme, professionnelle et ambitieuse. Elle a franchi toutes les barrières pour hisser le genre animalier au rang de la grande peinture. Véritable légende de son vivant, elle peint son chef-d'œuvre Labourage nivernais, le sombrage en 1848, commandé par l'État pour le musée de Lyon mais qui préféra le conserver à Paris, au musée du Luxembourg, puis au musée du Louvre à la mort de l'artiste, avant de rejoindre les collections du musée d'Orsay. Observons-le. L'œuvre est décrite comme une grande scène d'extérieur se déroulant dans une plaine vallonnée et fermée par un coteau boisé. Le regard se porte sur deux attelages de bœufs tirant de lourdes charrues et retournant un champ dont les sillons sont déjà éventrés. Ce sont bien eux, ces bœufs du Charolais nivernais dont la robe claire, rousse et blanche est mise en valeur par la lumière froide et claire, qui sont les protagonistes de la scène. Les bouviers, bien plus petits, ont un rôle secondaire. Bonheur construit la scène autour d'une diagonale majestueuse qui entraîne le regard du bas gauche vers l'horizon, reliant les bœufs puissants au champ. En partageant la toile en deux, entre la terre féconde et le ciel, elle confère au tableau une harmonie silencieuse, presque solennelle. C'est un hymne au travail des champs dont la grandeur est d'autant plus magnifiée qu'il est aisé de l'opposer en ces lendemains de révolution aux turpitudes de la ville. C'est également une reconnaissance de la province, ici le Nivernais, de ses traditions agricoles et de ses paysages. Bonheur apprend à peindre auprès de son père, à Bordeaux. Son penchant irrésistible pour la peinture commence dès son enfance. Les leçons de français étaient pour moi des moments toujours pénibles. Un jour, ma mère eut une idée lumineuse. Elle me dit de dessiner un âne à côté d'un A, un bœuf à côté d'un B, un chat à côté d'un C, et ainsi de suite, jusqu'à Z. Auquel je répondais « un zèbre ». Animal que je n'avais jamais vu, mais qui ressemblait à un cheval bariolé par un maquignon fantaisiste. Cette intelligente leçon de choses fut une révélation pour mon cerveau enfantin. Mon père était un maître trop intelligent pour ne pas avoir reconnu mes dispositions artistiques. Mais une douloureuse expérience l'avait si bien averti des difficultés que présente la carrière, même pour un homme, qu'il redoutait pour sa fille une profession si hasardeuse. Il me fit donc entrer dans l'institution dirigée par le bon monsieur Gibert et son épouse, rue de Reuilly. Ma nature indépendante déplaisait à madame Gibert. Et ce n'est pas surprenant. Au lieu d'apprendre mes leçons, je passais mon temps à crayonner sur mes cahiers tous les animaux de l'Arche de Noé, ou bien je faisais de mes professeurs des caricatures.
Cherche ta voix, ma fille, ne cessez pas de répéter mon père. Aie l'ambition de dépasser Madame Vigée-Lebrun, dont tout le monde parle en ce moment. Ne pourrais-je pas me rendre célèbre, dis-je une fois à mon père, en me bornant à peindre des animaux ? Certainement, fit-il. Depuis ce jour, je me suis attachée à copier les dessins de Salvatore Rosa et de Karl Dujardin. Les tableaux dans lesquels figuraient des chevaux, des chiens ou des moutons avaient toutes mes préférences. En 1841, à 19 ans, elle expose pour la première fois 2 toiles au sujet animalier au Salon de Paris. Elle se rend régulièrement dans les abattoirs pour étudier l'anatomie des animaux et obtient l'autorisation de la préfecture de police de porter le pantalon pour travailler plus aisément dans ces lieux. Je ne me plaisais qu'au milieu de ces bêtes. Je les étudiais avec passion, dans leurs mœurs. Une chose que j'observais avec un intérêt spécial, c'était l'expression de leur regard. En 1848, elle reçoit la médaille d'or pour bœufs et taureaux, race du Cantal. Elle obtient alors une commande de l'État pour un tableau à sujet agricole, qui n'est autre que Labourage nivernais, le sombrage, décrit précédemment. Presque tous mes biographes prétendent que c'est au labourage nivernais que j'ai dû ma médaille d'or. C'est au contraire ma médaille d'or qui m'a fait avoir la commande de ce tableau. Je résolus de peindre un attelage de 3 paires de bœufs et, en me mettant à l'œuvre, j'avais bien aussi l'arrière-pensée de célébrer au moyen de mon pinceau l'art de tracer les sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière. Je fis ce tableau avec une rapidité étonnante, car je tenais à ce qu'il soit achevé pour le salon de 1849. C'est cette toile qui a créé ma réputation. Le tableau est un triomphe. La peinture animalière est exaltée au format panoramique d'une peinture d'histoire. En 1853, elle expose au salon Le Marché aux chevaux de Paris, toile monumentale de plus de 5 mètres de long. La composition est tournoyante, dans un format horizontal, de manière à souligner la force des animaux et de la vie rurale. Mon rêve est de montrer sur la toile le feu qui sort des naseaux des chevaux, la poussière qui jaillit sous leurs sabots. Je veux que cette valse infernale, ce tourbillon effréné, donne le vertige à ceux qui la verront. Même en plein jour, il faudra que l'on sente comme un reflet de la ronde de Notre-Dame qui passe et se change en ouragan. C'est en effet comme dans le marché aux chevaux, la bousculade et les bœufs écossais que je me suis laissé aller à mon tempérament. Mais ne croyez nullement que je porte partout la même impétuosité. Il y a des artistes sans doute qui, à l'encontre de leur volonté, se laissent entraîner par leur nature intime. Mais moi, je sais résister et me plier aux nécessités du sujet. Par exemple, je ne recule jamais devant le travail, quelque aride qu'il paraisse. Si l'action est mouvementée, il convient de la peindre hardiment et largement. Mais le sujet est-il plus calme ? Il devient indispensable que le côté matériel du travail soit plus achevé. Il faut même soigner les moindres détails, là où se trouve concentré l'intérêt du tableau, sans toutefois, bien entendu, tomber dans la mièvrerie. En observant la gradation des divers plans, on arrive à produire une impression étonnante de vérité. Rosa Bonheur est alors au sommet de la gloire, en France comme à l'étranger. Ses revenus sont tels qu'elle avoue n'avoir plus aucune inquiétude matérielle pour l'avenir. Avec ses gains, elle acquiert en 1859 le château de By, près de la forêt de Fontainebleau, afin d'y travailler dans le calme, au plus près de la nature. Elle s'y installe avec sa première compagne, Nathalie Mika, entourée d'animaux familiers et de bêtes exotiques. À By, j'ai fait construire de petites cabanes. Rien n'a été négligé pour y installer confortablement ma ménagerie, car, à certains moments, c'est une véritable arche de Noé que j'ai eue. On y a vu des mouflons,
des cerfs, des biches, des isards, des sangliers, des moutons, des chevaux, des bœufs et même des lions. J'aimais beaucoup tous mes pensionnaires. Mais ce que j'affectionnais le plus particulièrement, c'étaient les moutons. J'en ai eu à la fois tout près de 40. En 1865, elle est la première artiste femme à recevoir la Légion d'honneur remise par l'impératrice Eugénie. Elle arrête d'exposer au salon, capable désormais d'organiser et de gérer seule son propre succès grâce à son réseau international de marchands. En 1889, à la mort de sa compagne, elle rencontre la peintre Anna Klumke, qui vivra avec elle jusqu'à sa mort et deviendra son exécutrice testamentaire. Sous l'ombre apaisante d'un des vieux chênes de Fontainebleau, sujet d'une aquarelle aujourd'hui au musée d'Orsay, Rosa Bonheur laisse libre cours à ses pensées d'artiste, observant la nature et les arbres avec une attention passionnée. Voyez comme les arbres se détachent sur le ciel en vert vigoureux. Néanmoins, un ton bleuâtre les enveloppe. L'air circule entre leurs branches. Je produirais cet effet avec du bleu de Prusse et de l'ocre jaune. Dans les ombres, je mettrais du gris bleu. En mettant de la terre de sienne naturelle et du bleu de Prusse, l'on obtient un vert transparent, vigoureux. Si vous voulez lui donner plus de corps, ajoutez-y de l'ocre d'or. Avec de la terre de sienne naturelle et du vert cinabre foncé, on a des tons transparents. Je sais bien que cette combinaison de couleurs a été souvent attaquée par des artistes de plus haut mérite, mais tout le succès dépend de la manière dont on fait le mélange. Les balades de Rosa Bonheur en forêt nourrissaient ses idées de composition. L'huile sur toile paysage étude d'arbres, aussi conservée dans les collections du musée d'Orsay, est l'aboutissement d'une méthode naturaliste. Le point de départ doit toujours être une vision de la vérité. L'œil est le chemin de l'âme, et le crayon ou le pinceau doit sincèrement et naïvement reproduire ce qu'il voit. N'oubliez jamais que la ligne sèche comme un fil de fer n'existe pas dans la nature et que chaque objet est entouré de son atmosphère. Ce n'est qu'en se gravant fermement cette loi dans l'esprit qu'on arrive à rendre le relief des êtres et des choses. J'aime à rendre l'atmosphère mystérieuse qui enveloppe les arbres lorsque la brume du matin n'a pas encore été dissipée par les premiers rayons du soleil, ou quand les ombres grandissantes du soir annoncent les approches de la nuit. Si je n'étais pas sur le déclin de ma vie, je me consacrerais au paysage, pour lequel je me suis toujours passionnée. Rosa Bonheur regarde les impressionnistes avec curiosité, mais garde ses distances. Fidèle à une peinture fondée sur l'observation et la vérité du vivant, elle juge leur touche rapide, trop éloignée du réalisme qu'elle revendique. Pourtant, comme eux, elle incarne une profonde liberté d'esprit dans sa vie de femme indépendante et dans la manière de capter l'âme des animaux à travers leur regard. Les impressionnistes s'imaginent qu'avec leur facture exagérée, ils en imposent au public. Croyez bien qu'on peut peindre avec n'importe quoi et n'importe comment. Seulement, il faut avoir l'art de ne jamais montrer les ficelles du métier. De nos jours, les jeunes se hâtent trop. Ils ne veulent plus perdre leur temps, disent-ils, à deviner ce qui faisait la force des vieux. Ils ont toujours à la bouche les mots de réalisme et d'impressionnisme, comme s'ils avaient inventé des formules nouvelles. Les grands maîtres, d'avant la Renaissance même, ne s'en servaient-ils pas ? Or, la main qui doit obéir à l'intelligence, comme le dit si justement Michel-Ange, n'est pas capable à elle seule de rendre la vie. Si l'âme ne cherche pas à approfondir le secret de la vie.
L'avis de Rosa Bonheur sur la tenue des salons féminins était plutôt défavorable, mais elle accepta néanmoins en 1896 la présidence d'honneur de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, par amitié pour sa cadette Virginie de Montbreton, alors à la tête de l'association, et en souvenir d'Hélène Berthaud. Au fond, je crois que les jeunes ne m'en veulent pas tant d'être vieille que d'être femme. Ils ne peuvent pas me pardonner d'avoir montré d'une façon assez claire que pour l'art, il n'y a pas de sexe. Je crains fort que ce petit antagonisme ne soit éternel. J'en suis enchantée, car je n'ai pas peur de la lutte. Autrement, il faudrait se résigner aux expositions uniquement féminines. J'ai pourtant accepté d'être présidente d'honneur de la Société des femmes peintres et sculpteurs, mais c'est uniquement par affection pour Madame de Montbreton, qui est un peintre de grand talent, et aussi en souvenir de Madame Léon Berthaud, le sculpteur, qui en fut la première présidente. C'est au contraire tout à fait mon avis que, dès lors que les femmes peuvent aspirer aux plus hautes récompenses, il n'y a aucune raison pour qu'elles forment des groupes particuliers, dont les hommes soient exclus, qu'elles saisissent plutôt toutes les occasions de montrer que nous savons les égaler, et quelquefois même les surpasser. À la préparation, Mathilde Decroix avec l'équipe de Wear. À la réalisation, Élodie Royer. À la recherche et à la rédaction, Lucia Pezapan. Musique générique et sound design, Basile Bocquer. Musique originale, Giuliano Gil. Mixage, Simon Zrak. Voix off, Anna Sigalevitch. Voix artiste, Camille.